à tous, bonne année encore. Bonne année encore, bienvenue en 2025, on s'est déjà vu pour vous présenter le PDF de l'année 2024. On n'a pas fini de vous en parler parce qu'on en est assez fiers, on est assez contents, ça nous a demandé beaucoup de travail, on aimerait bien que vous nous disiez tout le bien que vous en avez pensé, ça nous consolerait un peu. Cela dit, on est tourné vers l'avenir, on est tourné vers toute autre chose. Aujourd'hui, avec une question qui va nous occuper, Olive, la question, je te la pose, puis tu me diras si tu as une réponse. Est-ce que tu penses que Peterson mériterait d'avoir un schéma d'accompagnement de main gauche qui porterait son nom? Alors moi j'ai une petite idée, le fait est qu'on vous dira tout ça à la fin de la vidéo, certainement. Bah, puis après tout, c'est à vous de vous la faire, hein, l'idée. Ce d'autant qu'il n'est pas impossible qu'il y ait deux réponses possibles. Il y a deux réponses possibles parce que dans un premier temps, on peut se dire que non, et non seulement on peut se dire que non, mais que c'est même heureux. Il y a un pédagogue dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jeremy Siskind, et qui dit l'accompagnement de main gauche doit être surprenant comme le coup de poing d'un boxeur. Vous savez que le swing est quelque chose que se partagent les jazzman et les boxeurs. On peut se dire que l'intérêt de l'accompagnement de main gauche, c'est justement qu'il tombe de manière aléatoire à des endroits où on ne l'attend pas forcément, qu'il soit à contre-temps par rapport à nos attentes, donc il déjoue quelque chose qui soit le plus surprenant possible. Et donc de ce point de vue-là, c'est tout à l'honneur de Peterson d'avoir un accompagnement de main gauche qui n'est pas caricatural, qui n'est pas prévisible et qui va tomber à des endroits assez variés. D'un autre côté, quand on écoute attentivement la manière dont Peterson utilise sa main gauche pour s'accompagner et poser ses accords, on s'aperçoit qu'en fait il a déjà digéré tout ce qui constitue les marques de fabrique de l'accompagnement chez les autres pianistes, et puis qu'il y a quand même un système d'accompagnement dont on vous parlera à la fin de cette vidéo, qu'il utilise plus souvent que les autres et qui justifierait peut-être qu'on puisse parler d'un Peterson comping. On va un petit indice. On va vous parler de tout ça. Alors pour tout ça, on a décidé aujourd'hui, pour que les choses soient claires, de prendre un peu de distance par rapport à la méthode MHBTO, parce qu'aujourd'hui ce qui va nous intéresser, vous l'aurez compris, c'est beaucoup le rythme. Et pour ça, le mieux, on s'est dit que c'était de vous jouer tous les exemples, du moins dans un premier temps, autour d'un blues en fa qui s'appelle Reunion Blues, que Peterson a beaucoup joué, et qui a cet avantage de faire entendre les 8 croches de la mesure sur les deux premières mesures. Donc pour les questions de placement, c'est relativement clair, et c'est à mon avis ce qu'il y a de plus simple. Quand je vous dis que Peterson a digéré toutes les techniques d'accompagnement des pianistes de son temps, la première dont il faut parler, peut-être parce que c'est la plus simple, même si voilà, il y aurait beaucoup de choses à en dire aussi, c'est celle qu'utilise Errol Garner. Errol Garner que Peterson imite à la perfection. On vous mettra, il y a une vidéo qui est vraiment formidable, qui existe sur YouTube où Peterson imite Errol Garner. C'est vraiment à s'y méprendre. Je vous garantis que si vous ne regardez pas l'écran, que vous ne voyez pas que c'est Peterson qui joue, vous êtes certain d'entendre Errol Garner, bien que ce soit Peterson qui joue. On vous met le lien vers tout ça. L'accompagnement d'Errol Garner le plus typique, c'est un accompagnement qui peut ressembler à celui du Stride, puisqu'il s'agit tout simplement de marquer tous les temps quelque chose qui s'apparente à ce que faisait Freddie Green, le guitariste, dans le Count Basie Orchestra par exemple. Donc une espèce d'accompagnement rythmique sur tous les temps, un peu comme ça, on y va. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Formule relativement simple, qui tombe sur tous les temps, à laquelle, si vraiment on voulait rendre justice à Garner, mais c'est pas le lieu de le faire ici, il faudrait dire que Garner de temps en temps marque quand même des syncopes, hein, il joue des croches en l'air et qui lui permettent de faire des relances. Garner ferait ça très souvent, il fait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Hein, donc il y a quand même une croche qui est marquée et qui est même marquée en l'air, généralement avant les mesures. Ça, c'est un accompagnement régulier que Peterson maîtrise, qu'il n'utilise pas beaucoup dans cette forme-là, mais en tout cas, il l'a parfaitement. Dans les autres schémas d'accompagnement très typiques qui sont utilisés par Peterson, on a le fameux Charleston que la plupart des pianistes connaissent, qui est le 1 et le et du 2. 1, 2, 3, 4, 1.
1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. On y va, 2, 3, 4. Vous avez la même formule inversée, c'est-à-dire non plus sur le 1 et le et du 2, mais sur le et du 1 et le 3. 1, 2, 3, 4. Formule très typique que Peterson, là encore, utilise parmi d'autres, hein, puisqu'il l'utilise en bon boxeur dont les coups sont imprévisibles. Il combine toutes ces choses-là. Le motif rythmique suivant dont il faudrait qu'on parle, peut-être Olive en a une idée, là encore il est très célèbre et très bien vu de tous les pianistes qui l'ont à peu près tous travaillé. Olive, tu as une idée de ce que c'est? Bah, c'est peut-être le Gardner à l'envers, le et sur tous les temps. Alors, il y aurait celui-là, c'était pas celui-là que je pensais, mais pourquoi pas, on peut y aller dans cet ordre-là. Avant ça, je voudrais qu'on fasse un tout petit détour par le Red Garland Comping. Ce qu'on appelle le Red Garland Comping, vous savez, c'est voicing sur le et du 2 et le et du 4. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Je vous mets un métronome et je vous explique en 2 secondes ce que c'est. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok? Ce qui est très intéressant à remarquer avec cet accompagnement-là, d'abord c'est qu'il est associé au nom de Red Garland, parce que Red Garland, lui, alors que pourtant il était boxeur, hein, il pratiquait la boxe en club, pourtant c'est un système d'accompagnement qui est très prévisible parce que Red Garland l'emploie absolument partout. Si vous écoutez les chorus de Red Garland, que ce soit quand il accompagne Miles Davis ou quand il joue en trio, il garde cette formule rythmique là qui est extrêmement répétitive et très prévisible quasiment tout au long de ses chorus. Malgré tout, pourquoi ça marche? Ça marche pour une raison harmonique qui est très intéressante, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le et du 2 et le et du 4, en fait, c'est un peu trompeur quand on dit que ça tombe sur le et du 4, parce qu'il vaudrait mieux dire que ça précède le 1. Le et du 4, quand vous regardez où tombent les accords, si vous avez sur notre Réunion Blues ici, on a notre première mesure de Fa et puis notre Si bémol. Et bien sur le et du 4 de la première mesure de Fa, Red Garland va déjà jouer son voicing de Si bémol. Hein. En fait, c'est une façon d'anticiper sur ce qui va se passer à la mesure d'après. Alors, on va vous montrer ce à quoi ça ressemble sur Réunion Blues. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Si vous avez fait attention, vous avez vu que effectivement, j'ai déjà commencé à jouer avant le premier temps de la mesure, j'ai anticipé, j'ai joué sur le et du 4 en levé, mais je jouais déjà mon voicing de mon accord de Fa7 pour mon blues en Fa. Et ensuite, j'ai gardé le même principe avec toujours cette idée qu'on est en avance. Ça, c'est très intéressant parce que quand on improvise, ça veut dire qu'on anticipe sur l'accord qui vient et ça permet une transition qui est très douce d'un accord à l'autre. C'est souvent un problème qu'ont les débutants qui improvisent, c'est que généralement, ils improvisent mesure après mesure sans vraiment trouver de chemin qui permette de connecter les mesures les unes entre les autres. Et ben, cette technique d'anticipation de la main gauche, ça permet justement d'avoir des transitions qui sont plus douces entre des harmonies différentes, puisqu'on anticipe sur l'accord suivant et ça fait un jeu qui est plus courbe et qui est plus fluide. Là, comme Olivier vous l'a dit il y a quelques secondes, vous avez vu que quand on fait ça, on est effectivement déjà sur 2 croches en l'air, sur le et du 2 et le et du 4. Et bien ça, on peut très bien imaginer d'abord de faire l'inverse, de mettre ces croches en l'air soit sur le et du 1, soit sur le et du 3. Ça, vous en avez un exemple dans la version qu'on vous a jouée en générique de cette vidéo. C'est une version qui est très proche de ce que fait Peterson sur It Ain't Necessarily So. Dans son album, le Peterson Trio joue Gershwin. Et là, il y a peut-être un truc, Olive, tu veux nous en dire un mot? Il y a un petit mystère, ça vous aura peut-être pas frappé. Bah effectivement, quand on t'entend partir là au début, on a l'impression vraiment que ton voicing, tu le mets plutôt sur un 1 et 3, ce qu'on attendrait quand on... Voilà. On entend cette chose-là régulièrement. Temps, ouais. Voilà, comme il n'y a personne d'autre qui joue,
on ne peut pas savoir où est-ce que ça tombe. Et puis, au moment où Olive arrive, en fait, ça tombe où? Ça tombe et du 1 et du 3. Et du 1 et du 3, c'est-à-dire l'inverse de ce que fait Garner. Alors, ça, c'est une formule dont certains pianistes disent elle n'est pas géniale parce que par rapport à ce que fait Red Garland, où ce phénomène d'anticipation pousse la musique en avant, on a tendance à dire ça retarde un peu, parce qu'en fait vous posez une harmonie et vous avez l'accord qui vient la plomber, la consolider. Moi je suis pas parfaitement d'accord avec ça, et pour moi la meilleure preuve, c'est pour ça qu'on a voulu commencer en vous jouant cette version d'Intent Necessaire Lisso. Je trouve que ça avance très bien, et puis que ça peut créer cet effet de surprise là dont vous parlez Olive, qui est que quand on entend ça, au début on n'arrive pas à comprendre où est le 1, et puis quand Olive rentre, on s'aperçoit que ce 1 que les accords de main gauche tombent sur la syncope. Quelque chose que fait Peterson, c'était le cas notamment dans un des exemples que vous retrouvez dans les fameux PDF dont on n'a pas fini de vous parler, les exemples sur My Heart Belongs to Daddy. De temps en temps, Peterson joue les croches en l'air sur tous les temps. Ça permet quand même de swinger très bien, parce que vous vous souvenez qu'un des principes de la musique qui swing, c'est une musique qui favorise le contretemps, la croche en l'air, la syncope. Ça donne cette impression-là. Il y a une impression de rebond, de syncope ternaire entre les voicings et la contrebasse. On va vous donner un petit exemple de ça sur toutes les croches en l'air, toujours Réunion Blues. 1, 2, 3, 4. Vous remarquez que là encore, je joue toutes mes croches en l'air et qu'elles sont anticipées. Je joue mes 4 croches en l'air, mais ces croches, je fais démarrer les accords, mes changements d'accords, ils changent sur le et du 4 et non pas sur le et du 1. Ils changent en avance par rapport à la structure harmonique dans laquelle on évolue. Voilà. Alors ça, Peterson le fait de temps en temps, mais c'est pas ce qu'il fait le plus souvent. Ce qui fait le plus souvent, et ce qui à mon avis nécessite d'ouvrir un débat qui intéressera que nous, une foule, mais non, une foule immense, la foule immense des gens qui adorent Peterson, c'est de jouer effectivement 2 croches en l'air successives, des croches en l'air, mais non pas sur le et du 1 et le et du 3, non pas comme Red Garland sur le et du 2 et sur le et du 4, mais cette fois sur le et du 3 et sur le et du 4. On va vous jouer par exemple 2, 2, 5, 1 en Do, 1 en Fa, et là, ceux qui connaissent Peterson vont reconnaître cette phrase. Faites bien attention à la manière dont tombent les voicings de main gauche. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1. Hein? Cette phrase-là, hein? On est le sommet de la phrase, le sommet de l'arpège ici tombe sur le et du 3 et l'anticipation par rapport à la résolution du Do 5-1 avec l'accord ici, le premier quand on est sur le Do, je joue mon voicing de mon accord de Do majeur sur le et du 4 de manière anticipée. Ça c'est une phrase qui est extrêmement fréquente chez Peterson, que vous retrouvez partout, et si vous faites attention, vous allez voir que non seulement vous entendez la mélodie qui souligne ce système d'accentuation avec l'arpège ici, la note la plus haute et qui est accentuée qui tombe sur le et du 3, et puis la résolution qui est précédée ici sur le et du 4. Alors si on vous fait ça maintenant sur Réunion Blues à nouveau, que vous voyez à quoi ça ressemble. 1, 2, 3, 4. Voilà donc à quoi ressemble ce placement. Alors, ce placement, il est très intéressant parce qu'il nous permet de réaffirmer l'harmonie dont on sort et puis d'anticiper. Et il est intéressant aussi parce qu'il crée une espèce de décalage, puisque vous avez en fait la mesure à 4 temps qui est séparée en deux, avec 3 temps d'un côté, les 3 temps qui vont du et du 4 de la mesure qu'on quitte jusqu'au et du 3 de la mesure dans laquelle on est rentré, et puis vous avez une noire, donc ça fait un découpage de votre mesure à 4 temps qui, contrairement à ce que propose Red Garland, est
pas irrégulier, mais disons qu'en tout cas il est inégal, puisque vous avez 3 temps et 1 temps, et non plus des blanches, comme c'est le cas quand on joue sur et du 1 et du 3, ou sur et du 2 et du 4. Et tout ça c'est vachement intéressant du coup. Juste qu'on soit bien d'accord, là on parle toujours de, parce que tu me parles de et du 1, de 2, du 3 et du 4, c'est sur des mesures ternaires, donc des mesures où le temps il est divisé en 3. On avait vu ça dans une autre vidéo d'ailleurs. Exactement, c'est la première vidéo sur les triolets dopés. Vous vous souvenez des rapports qu'il y a entre les croches et les triolets. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais merci de m'y faire penser. Si on devait jouer ça avec des phrases en triolet, vous vous souvenez qu'en fait quand on joue des croches, c'est comme si on jouait des triolets qui seraient séparés avec une noire de triolet. On a nos 3 croches dans le triolet, les 2 premières sont regroupées dans une noire, et puis la croche qu'on appelle la croche ternaire, qui est la 3e croche du triolet. L'accord, il va tomber sur la 3e croche du triolet quand on fait cette histoire-là. Tiens, on peut peut-être vous en faire un exemple sur un 2-5 en Do. Ça me permet en plus de vous présenter ce que sera le prochain épisode des triolets dopés. Ça, c'est une formule là aussi très petersonienne, vous allez la reconnaître. Regardez là encore où ça va tomber, les accords de main gauche par rapport à cette phrase. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez que là encore, et c'est pas un hasard parce que cette phrase-là, elle est très typique de Peterson, là encore, le voicing qui tombe sur le et du 3, c'est-à-dire sur la 3e croche du triolet, va tomber au sommet de la phrase, au sommet de l'arpège. 1 et 2 et 3 et 4. Hein, avec un accent qui va être mis au sommet de l'arpège ici et qui va être souligné. Et toujours le même principe qui va nous permettre d'anticiper. Ça, on en reparlera de ce plan-là parce qu'il est extrêmement intéressant, à la fois harmoniquement, parce que Peterson fait demi-tour, il anticipe l'harmonie. Bon, on va pas faire la prochaine vidéo en même temps que celle-là. Chaque chose en son temps. En tout cas, pour répondre à ta question, Olive, tu vois bien qu'effectivement, quand on joue des triolets, ces triolets, on fait bel et bien tomber ce et du 3 et ce et du 4 sur la croche ternaire, c'est-à-dire sur la 3e croche du triolet, du 3e et du 4e temps. Ok, alors du coup là on comprend bien comment ça marche pour les triolets. Pour les croches quand elles sont ternaires aussi, parce que du coup le voicing il tombe en même temps. Absolument. Et si par hasard maintenant on joue avec par exemple des doubles croches où là tu divises ton temps en 4. Ah alors très bonne question. Parce que ça va nous permettre d'insister sur quelque chose d'enfoncer le clou si je puis dire par rapport à cette histoire d'anticipation. C'est qu'en fait, quand on dit que Peterson le place sur le et du 3, ce serait plus judicieux de le dire qu'il le place sur la note qui est juste avant le temps. On en a un exemple. Olive, est-ce que tu aurais dans les pattes par hasard le relevé de You Look Good To Me en 77 dont on a déjà souvent parlé sur cette chaîne à partir des 2 mesures de la7. On va finir la grille. Vous allez voir qu'à cet endroit-là, si vous écoutez, c'est très proche de ce que fait Peterson dans la version sur disque. Il joue quasiment partout ses voicings sur le et du 3 et sur le et du 4. Et puis, on va vous le jouer et j'y reviendrai après assez rapidement pour vous expliquer comment va tomber ce voicing. Mais vous allez voir que là, pas sur la première mesure, mais sur la 2e mesure de la7, on va avoir des doubles croches sur le 3e temps et Peterson fait tomber son voicing sur la 4e double, c'est-à-dire juste avant le 4e temps, mais donc pas vraiment sur le et du 3 si on est rigoureux. En fait, il le fait tomber en légère anticipation par rapport au 4. On essaye ça ? Alors, on va se mettre un métronome, histoire de faire siéger le juge de paix. 1, 2, 3, 4... On reprend nos 2 mesures de la7. La première, il n'y a rien à en dire. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, c'est à partir de la 2e mesure de la7 que ça va nous intéresser. Ici, on a 1, 2 et le Mi qui tombe juste avant le 3. Et sur le 3e temps, on a nos 4 doubles.
mi, 1, 2, 3, 4, hein, nos 4 doubles ici, et ben Peterson va faire tomber ça. Son voicing, dont je vous dis qu'il n'est pas exactement placé sur le et du 3, mais presque, il va le faire tomber sur le mi ici, et ensuite, hein, et ici vous voyez que la grille c'est un ré demi diminué, et sur ce ré demi diminué, Peterson là le joue bel et bien sur le et du 4. En l'occurrence, par rapport à la fluidité de l'enchaînement, vous voyez que c'est très intéressant parce que Peterson ici joue. Vous voyez que quand il joue Fado sur son accord de La7, mais Fado sur son accord de La7, c'est à la fois quelque chose qui nous fait entendre la bémol 13 et la bémol 9 de notre accord de La7, et ce Fado, c'est déjà un bout d'arpège qui est commun aux deux accords, puisque c'est cet arpège qu'on va retrouver ensuite quand on sera sur notre accord de Ré demi diminué. Vous voyez que là, tout contribue vraiment à la fluidité de l'enchaînement, à la fois ce placement juste avant le 4 et juste avant le 1, et le fait de jouer sur le 4e temps un arpège qui est commun aux deux accords entre lesquels on évolue. Et ça, écoutez, ça c'est ma foi extrêmement efficace, et ça contribue à avoir ce langage qui se déploie de manière extrêmement fluide et très courbe. Monsieur, j'ai encore une question, s'il vous plaît. Oui, mais très bien, bien, mon petit. Moi, j'ai bien compris toutes ces histoires, et le voicing Peterson, où tu me dis que tu as un premier accord qui fait 3 temps et l'autre qui fait le 4e qui anticipe la mesure suivante. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai 2 accords dans la mesure? Parce que... alors, là encore, très bonne question. Tu auras un bon point, une image. Et... Merci, monsieur. Non, effectivement, quand il y a 2 accords par mesure, à vrai dire, tu aurais pu le déduire de ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Mais bon, ça me permet de préciser les choses, et c'est très bien comme ça. Quand on a 2 mesures par accord, que fait-on? En fait, tout simplement, le et du 4, on vous l'a dit, c'est une anticipation du 1. Donc, on va jouer en avance par rapport à ce qui serait écrit, enfin par rapport à l'accord qui est attendu sur le 1, on va l'anticiper et jouer une croche plus tôt. Et puis quand on joue sur le et du 3, on va tout simplement jouer l'accord qui aurait commencé sur le 3 de la mesure, c'est-à-dire notre 2e accord de la mesure, on va le jouer avec une croche de retard. Et donc ça veut dire que quand vous avez une grille dans laquelle vous avez 2 accords par mesure, en fait vous faites bien entendre tous les accords, mais vous les faites entendre légèrement en avance. Celui qui tombe sur le premier temps est anticipé, celui qui tombe sur le 3e temps est retardé. Pour ça, le mieux, c'est peut-être qu'on vous prenne un exemple. Tiens, si on se prend la réharmonisation des 4 premières mesures du blues, et même on peut vous la jouer. On avait parlé. Oui, on en avait parlé, notre première vidéo. Vous retrouvez ça sur le PDF. Ça va peut-être finir par être lourd, non? Et mettez un pouce bleu. Voilà. Oui, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas demandé de mettre des pouces bleus. Voilà. Vous vous souvenez, tiens, on va le faire en Fa aujourd'hui. On a si on fait vraiment la grille basique, tiens, fais-nous peut-être les basses ensemble. Fa 6, Fa 7 sur le 3e temps, Si bémol 7, Si demi diminué sur le 3e temps, Fa basse Do sur le 1er temps, La 7 basse Do dièse sur le 3e temps, Ré mineur 7 et Fa 7 sur le 3e temps. Ça, c'est notre 4e mesure. Et puis là, on arrive en Si bémol. Voilà. Si on fait ça maintenant avec un métronome et en plaçant les voicings, 1, 2, 3, 4. Et ben voilà, une vidéo qui touche à sa fin, qui est un peu dense. On s'est éloigné de la méthode MHBTO, mais vous l'aurez compris. Le meilleur exercice, c'est de prendre des thèmes que vous connaissez, des grilles simples de blues, des grilles plus compliquées, des chorus que vous avez relevés. Et puis, tous ces schémas rythmiques dont on a parlé, vous mettez un métronome et vous essayez de les appliquer de manière systématique. Et puis ensuite,
avec la virtuosité et l'aisance de Peterson, en les mélangeant, en les combinant, de façon à ce que ça devienne aléatoire, ce qui ne nous dit toujours pas si, au même titre que Red Garland a un comping qui porte son nom, le positionnement sur le et du 3 et le et du 4 mérite qu'on puisse parler d'un Peterson comping. Bah écoutez, pour ça, il y a grand sondage qui va être organisé avec vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, à plus tard, ciao. Salut.